Madame, Messieurs, merci de rester avec nous pour cette nouvelle édition sur BioOne. D'abord, les titres. Ces astuces mettront peut-être un terme au conflit ethnique en Ituri. Il a fallu instaurer une collaboration avec les forces de l'ordre, dénoncer les assaillants et faciliter la libre circulation. Les méthodes sont bien trouvées. La hache de guerre est enfin enterrée. La mission du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur dans la région a pris fin par un acte d'engagement signé entre les parties concernées. Un fait marquant qu'on ne doit passer sous silence, d'après les statistiques révélées, après une évaluation systématique de la biodiversité par le Fonds mondial pour la nature, depuis 1970, la planète a perdu 67% d'espèces et face à cette crise, le Fonds mondial a consacré toute une semaine avec toutes les parties prenantes pour parler des avancées de la mise en œuvre au niveau des programmes stratégiques. Madame, Messieurs, bienvenue. D'abord, cette brève. Y a-t-il péril en demeure au sein du parti Lumumbiste unifié? En tout cas, la question est sur toutes les langues. Après la désignation de Wolf Guimassa au secrétariat permanent de ce parti en remplacement de Luigi Gizenga, officiellement, la décision d'Antoine Gizenga est justifiée par le souci de redynamiser le parti en perspective des élections. Une annonce qui ne passe pas auprès des observateurs qui estiment que les fils Gizenga et le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito payent pour leur rapprochement avec le MLC de Jean-Pierre Bemba. Une opinion rejetée par Wolf Guimassa qui insiste sur l'unité du parti Lumumbiste unifié. Nous y reviendrons avec détail dans nos prochaines éditions. Entre-temps, le compte à rebours a commencé. C'est ce 20 mars que se clôture le dépôt des candidatures pour les postes de la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Plus ou moins 5 candidatures ont déjà été enregistrées pour ce poste. David Moukeba est l'un des candidats approchés par votre rédaction. Il souhaite conduire ce parti afin de porter haut l'étendard de l'UDPS. Au sein de l'UDPS, il y a des millions et des millions, n'est-ce pas, de combattantes et combattants qui sont restés plus de 20 ans, plus de 30 ans sous les pieds du grand esprit Etienne Tshisekedi et qui aujourd'hui peuvent se prévaloir, occuper le poste du président. Le président Tshisekedi reste un personnage irremplaçable. De par ce qu'a été sa personnalité, son aura, son envergure. Et aujourd'hui qu'il est disparu, nous sommes contents du travail qu'il a effectué pendant qu'il était encore sur cette terre des hommes. Et voilà pourquoi nous disons qu'au sein de l'UDPS, il y a des milliers et des milliers de gens qui peuvent se taper la poitrine et dire que nous allons occuper le poste du président. Pas remplacer le président Tshisekedi, mais occuper le poste du président. Et fort des enseignements que nous avons tous reçus du président, nous pensons avoir atteint la maturation et aujourd'hui on peut faire la restitution. La restitution ne passe que par l'occupation des postes de responsabilité au sein du parti. Voilà pourquoi nous avons nous aussi pensé qu'on pouvait bien concourir à ces postes-là et nous avons décidé d'être candidats. Et il appartiendra aux congressistes, n'est-ce pas, de voir qui d'entre nous, qui d'entre les challengeurs est capable de mieux faire. Voilà. Sinon, il n'y a pas question de poids lourd, de poids léger. Non, nous sommes tous combattants et combattantes du parti et avons bénéficié des mêmes enseignements. Conscience nationale pour l'action et le travail, c'est le nouveau parti politique créé par Jean-Claude Kazembe. Les militants et cadres de ce parti, avec son président, se sont invités dans une matinée politique dans la commune de Kassavubu. L'occasion pour le président national de ce parti de présenter son projet de société, de défendre sa vision sur le Grand Congo. Poignée de main du président national au cadre du parti, tel que vous pouvez le remarquer sur ces images, à son arrivée à l'endroit de l'événement. Accueilli par des danseurs traditionnels, une foule immense incontrôlable, visiblement en liesse. Entonnant une série de cantiques dans la salle, la fougue est perceptible auprès de militants de la CONACAT, mobilisés à ce grand rendez-vous, celui du premier contact avec son président. Quand vous dites 26 provinces, c'est-à-dire 2 345 000 km² que nous devons cultiver, des terres arables, des terres fertiles. Et c'est tout à fait simple. Qu'est-ce qu'un chômeur? Pour la CONACAT, un chômeur,
c'est quelqu'un qui a du temps à revendre. C'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. C'est quelqu'un qui a aussi peut-être des connaissances à revendre. Mais on lui a seulement enseigné à l'école que les connaissances que tu as, tu ne peux que les vendre à quelqu'un. Et lorsque quelqu'un n'est pas preneur de votre intelligence, quelqu'un n'est pas preneur de votre énergie, quelqu'un n'est pas preneur de votre temps, alors on vous appelle chômeur. Mais si vous apprenez quelqu'un à utiliser son temps pour lui-même, à utiliser son énergie pour lui-même, à utiliser ses connaissances pour lui-même, vous allez mettre fin au chômage. Ovationné par un public constitué de ses partisans et militants, le président national a saisi l'occasion pour défendre son projet de société et d'expliquer sa vision pour le Grand Congo. Qu'est-ce qu'on fait généralement quand on dit que l'enseignement est gratuit? Si nous ajoutons par exemple $1 sur l'importation et l'exportation des produits, nous aurons suffisamment d'argent pour payer nos enseignants et nous allons combler ce vide-là. Un rite traditionnel symbolisant le pouvoir légué par les ancêtres, un moment fort en émotion avant la clôture de l'événement. Et puisqu'on parlait parti politique, on va prendre ce communiqué de l'OPK, la présidence nationale de l'organisation politique des Kassavoubistes et alliés. OPK informe l'opinion nationale qu'elle décline toute responsabilité contre toute personne qui utiliserait abusivement le nom de son parti en rapport avec le 49e anniversaire de la disparition du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Ce communiqué est signé par Carole Kiatazabu Kasavubu, vice-présidente de l'OPK. De passage à Goma pour Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Mova Sakani, affirme que malgré quelques poches d'insécurité, la paix est en voie d'être rétablie en Ituri. Henri Mova affirme que ce qui se passe en Ituri n'a rien à voir avec les conflits interethniques. Qui vous suit en escale, donc je ne suis pas en mission officielle. Je reviens des Bounia, de l'Ituri en général, comme vous l'avez dit. Et vous êtes sans savoir qu'il s'est passé une situation d'instabilité sur le plan sécuritaire. On a signalé des tueries de population dans quelques villages de l'Ituri et le chef de l'État, après la résolution de nous envoyer à l'Ituri pour pouvoir, dans un premier moment, évaluer la situation sécuritaire et dans un deuxième temps, participer au processus de pacification. Vaincu qu'il fallait toucher les cœurs des principaux acteurs. Ça c'est fait. Nous avons commencé un processus qui a abouti à des signatures des acteurs locaux, des acteurs communautaires, pour dire qu'ils ne vont pas laisser les communautés entrer dans cette mauvaise aventure. Ça c'est une très bonne chose. Donc personne ne peut aujourd'hui se cacher derrière sa communauté et dire j'ai tué parce que je suis Lendou, je suis Emma, je suis Ao. Ça c'est je suis Alour ou autre. Ça c'est un grand bénéfice par rapport aux événements qui sont passés en 1999 ou en 2000 jusqu'à 2004. Là nous sommes dans une phase de poussée de fièvre de violence, mais nous venons de cerner le problème et nous refluons tout ce qui était de mauvais augure et on va dans la bonne direction, malgré quelques incidents qui pourraient encore avoir lieu, mais l'Ituri est sur la voie de la pacification. Tout le monde a entendu ce message et nous leur avons laissé Amani, Amani, Amani. Et sur place en Ituri, les stratégies se multiplient pour la restauration de la paix dans cette partie de la République. Pour preuve, le lancement de l'opération Tunapenda Amani à Djougou. Par conséquent, le porte-parole des opérations militaires invite la population locale à la vigilance afin de mettre hors d'état d'énuire tous les fauteurs de troubles qui cherchent à s'aimer la terreur entre les différentes communautés de cette nouvelle province. Sur tout le front dans la province de l'Ituri ou en particulier dans le territoire de Djougou, la situation est sous contrôle de forces loyalistes déployées dans les opérations Tunapenda Amani Djougou. Ces opérations qui ont comme objectif de traquer tout le malfrant afin d'imposer la paix dans les territoires de Djougou. C'est ce qui est en train de faire sur tout le front dans les territoires de Djougou avec professionnalisme avéré de forces loyalistes déployées dans ces territoires.
Et au nom du commandant secteur en Ituri, le général de brigade Rougaï David, nous appelons la population de faire un front commun avec les forces loyalistes en dénonçant tous ces assaillants, tous ces renégats qui ont perdu la raison. Ensemble avec la population, nous allons barrer la route à toute forme de menaces et d'atrocités dans les territoires de Djougou, afin de restaurer l'autorité de l'État et imposer une paix durable dans les territoires de Djougou. Actuellement, la situation est sous contrôle des forces loyalistes. Les petites et moyennes entreprises de la province de Lualaba ne peuvent plus ignorer les dispositions contenues dans la loi sur la sous-traitance. Elles ont été sensibilisées sur la question afin de leur permettre d'augmenter leurs capitaux. Le ministre des petites et moyennes entreprises a lui-même fait le déplacement vers Kolwezi pour lancer également la campagne d'identification des PME. Lancement ce jeudi 15 mars 2018 dans la province du Lualaba des travaux du comité de pilotage du programme de vulgarisation et de mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Ce cadre de concertation qui a mis autour de la table les chefs d'entreprise et opérateurs miniers du Lualaba a été présidé par le ministre national des petites et moyennes entreprises dans la grande salle des réunions des Moon Palace en présence de Richard Mouyej-Manguesmans, gouverneur de province. Pour Bienvenue Iota Njoli, économiquement, la sous-traitance minière est plus rentable que le secteur minier lui-même. Ce potentiel va fortement augmenter dans les années à venir, en particulier dans la filière cuivre et cobalt, où, sous l'effet de la remontée des cours mondiaux et des besoins du marché, les perspectives s'annoncent prometteuses. La production de cuivre devrait passer d'environ 1 million de tonnes actuellement à 1,5 million de tonnes en 2019. La sous-traitance, en effet, est par essence bénéfique à tous les participants, rassure le patron des PME en République démocratique du Congo. Car la sous-traitance est par essence bénéfique à tous les participants. Grandes entreprises, PME, partenaires sociaux, provinces et l'État. Compte tenu de l'attention accordée à la fois par les gouvernements et les bailleurs de fonds au développement du secteur minier, je viens d'instruire les responsables de l'OPEC pour qu'ils intègrent dans les plans triennaux de développement des PME un volet d'assistance directe et d'encadrement des PME dans la sous-traitance. Des financements ciblés en faveur des PME seront organisés à cet effet. Le ministre national des petites et moyennes entreprises a répondu à quelques préoccupations des opérateurs miniers, tout en leur promettant par ailleurs la stricte application de la loi en la matière. Des écoliers sensibilisés sur la culture bancaire, ces futurs cadres sont appelés à compétir au premier jeu pour l'éducation financière en République démocratique du Congo, une première dans le pays créée par la Banque commerciale du Congo dans le but de sensibiliser les écoliers sur les notions de gestion d'argent, du crédit et de l'épargne qui passe par la maîtrise des notions élémentaires sur les finances. Le prêteur estimera que le prêteur n'est pas trop risqué de m'offrir donc un meilleur taux d'intérêt. C'est bon? Alors, Jeu des questions-réponses, une démarche pédagogique entreprise par la Banque commerciale du Congo en vue d'initier les jeunes aux questions financières. En fait, c'est parce qu'on vient de lancer un jeu qui s'appelle Éléphanto-monnaie, qui est un jeu qui permet d'initier les enfants, donc les enfants de 10 à 13 ans ou les enfants de 15 à 18 ans, aux notions liées à l'argent. Donc ça peut être les notions sur le crédit, les notions sur l'épargne ou bien les notions sur le budget. Comment dépenser son argent, comment acheter. Et donc ça s'inscrivait cette semaine de l'argent, c'est pour faire comprendre aux gens l'importance de la gestion de l'argent. Et donc on considère que c'est les enfants qui sont les premiers qui doivent être formés sur la gestion de l'argent. La méthode utilisée est certes ludique, mais elle a bien produit des effets. Ça nous a appris beaucoup de choses pour maintenant et pour notre avenir, comment épargner, comment bien gérer son argent. Ça a été très bénéfique pour nous. Heureux, ces élèves d'avoir appris une connaissance nécessaire. Heureuse, la Banque commerciale du Congo est fière d'avoir initié un programme qui a fait des émules. Et on sent qu'ils sont très réceptifs à ces questions. Je pense qu'on a les meilleurs produits pour les enfants. On a vraiment 2 comptes d'épargne qui sont destinés aux enfants, le compte Bossomi et le compte Éléphanto, qui est fait pour tous les enfants de la République démocratique du Congo.
Cette initiation à la culture bancaire pour les jeunes, mise en place par la BCDC à travers son programme Éléphantomanie, permettra aux jeunes d'être à l'aise avec des questions financières de les bas âge, une manière d'instaurer la confiance entre la banque et sa clientèle. Et puis cette nouvelle, la Société nationale d'électricité annonce le rétablissement d'ici la fin de cette semaine de la fourniture de l'énergie électrique à travers la partie ouest de la ville, province de Kinshasa, ainsi que dans les provinces du Bandundu et du Congo central. Ces assurances sont données par le directeur général qui justifie par ailleurs les perturbations causées par les travaux de réception des groupes de la centrale d'Inga 2. Ces derniers temps, nous avons, dans le cadre de la réhabilitation de nos centrales à Inga, nous avons mis en service 2 nouvelles machines sous financement Banque mondiale. Ces nouvelles machines sont venues avec des nouveaux équipements, des équipements modernes avec une technologie à la pointe. Maintenant, leur intégration avec l'ancien réseau pose quelques problèmes. C'est ainsi que nous avons passé un communiqué pour rassurer la population que la SNEL est en train de tout mettre en œuvre pour adapter ces nouvelles machines au réseau actuel. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, cette situation sera réglée. Déjà hier, on a réussi à récupérer une bonne partie de la charge. Si vous avez constaté, la nuit d'hier, on était pratiquement bien alimenté et ça commence à se stabiliser. Cette annonce de Jean-Bosco Kayombo a été faite à l'issue du lancement officiel des compteurs prépayés dans la commune de Matete, municipalité au cœur d'un projet pilote qui vise l'installation de près de 5000 compteurs à prépaiement simple, rapide et contrôlé. Ils permettent de payer notamment les problèmes d'accumulation des factures et des surcharges électriques. La commune de Matete, au pas de la nouvelle ère technologique en matière de desserte électrique. Dans ces quartiers fortement tracassés, il est désormais possible de gérer personnellement sa consommation d'énergie électrique et de ne payer que la quantité utilisée à travers de compteurs en mode prépayé. Installé par Powerplant Control Congo, ce système est officiellement lancé par la Direction générale de la Société nationale d'électricité au bonheur de abonnés qui jugent l'expérimentation plutôt satisfaisante. C'est un peu comme nos histoires de portatifs, comme les téléphones. Vous achetez le crédit, on enregistre votre adresse et une fois ramené le papier qu'on vous a donné, vous composez tel qu'on le fait avec le téléphone et directement c'est activé. Nous sommes au fait dans le même système, mais sauf que ici, là, nous avons presque oublié les délestages. On sait couper quand vous le voulez. C'est-à-dire que je me dis, bon écoutez, je veux sortir, je suspends. Donc, mais vraiment, pour nous, c'était quelque chose de nouveau, mais nous sommes vite adaptés et nous apprécions en tout cas. Pour permettre à cette nouvelle donne de réellement combler le besoin en énergie électrique et d'améliorer la desserte du courant, des mesures d'accompagnement ont été prises par la SNEL qui optimise entre autres son circuit. Dans ce projet, qui est un projet pilote ici à Matete, on a prévu d'installer 4 cabines qui vont décharger une bonne partie et 10 quartiers de la commune de Matete seront bien servis. Quand nous montons ces compteurs, nous accompagnons avec un assainissement du réseau électrique. L'autre avantage des compteurs à prépaiement, parce que quand les gens sont facturés au forfaitaire, les gens gaspillent l'électricité, ce qui fait que ça surcharge les cabines. Mais le fait qu'on a mis des compteurs à prépaiement et que les gens commencent à gérer leur électricité, ça a déchargé automatiquement les cabines et ça a supprimé automatiquement le délestage dû aux surcharges de la cabine. Bien avant Matete, plusieurs autres comptes de la capitale congolaise, à l'instar de la Cité Verte, ont pu bénéficier de cette innovation. Dans le souci d'étendre l'action pour soulager tant soit peu les abonnés, la SNEL promet de s'employer davantage avec l'appui de ses partenaires. On va parler santé avec ces indications. Selon les tendances, elles sont nombreuses à se retrouver dans un état métastasé de cancer de sein, une situation favorisée par le manque de la vraie et bonne information, un problème que l'ONG Kulisha veut combattre devant des milliers des femmes venues de plusieurs coins de la capitale et là pour se faire sensibiliser les femmes sur l'autopalpation, un moyen efficace pour lutter contre cette maladie.
Chaque année, les associations de lutte contre le cancer du sein se lancent dans la campagne de sensibilisation au dépistage de cette maladie. En marge de la Semaine internationale de lutte contre le cancer des seins, la Fondation Kulisha se lance dans la conscientisation de la population quinoise, femmes et hommes, sur le mécanisme qui permettent de lutter contre le cancer en préconisant des politiques et programmes appropriés. J'aimerais que la jeune femme congolaise comprenne que cette maladie n'atteint pas les plus âgés. Ce n'est pas à partir de 50 ans, 55 ans qu'on tombe malade. J'ai vu une fille de 17 ans perdre sa vie à cause de ce cancer. J'ai vu une fille de 25 ans perdre sa vie et une fille de 27 ans qui, par grâce, est survivante de ce cancer. Donc les raisons derrière, c'est juste de faire en sorte que le taux de mortalité lié à ce cancer puisse diminuer en RDC. Satisfait, le bourgmestre de la Gombe se félicite du choix porté sur sa municipalité comme commune pilote de cette campagne. Faire le lancement de cette campagne à la Gombe, je pense que c'est un bon endroit, l'endroit idéal pour que le message soit bien véhiculé, pour que le message passe bien. Et surtout que ça se fait pendant le mois de la femme. Et je suis aussi très fier de cette fondation qui a pensé à le faire pendant le mois de la femme. Et pour que les femmes ne soient pas distraites. Pour la principale cible de la campagne, la nécessité de maire d'intensifier des actions pour des résultats escomptés. Et c'est constater que moi, j'ai une initiative qui toko. Nous sommes dans la joie de voir l'une de nos filles sensibilisée sur la lutte contre les cancers des seins. C'est une bonne chose et une bonne nouvelle pour nous les mamans congolaises. Pour les organisateurs, un dépistage précoce est très nécessaire afin d'améliorer la prévention et la prise en charge de la maladie, aussi de garantir les chances de survie, ce qui demeure le principal moyen de lutter contre le cancer des seins. C'est une nouvelle annoncée au début de ce journal. La RDC est appelée à se développer, un développement qui peut aussi compter sur son capital écologique, ceci grâce à une gestion rationnelle. Pour concilier notamment ce développement à la conservation, le Fonds mondial pour la nature a consacré toute une semaine pour parler des avancées au niveau des programmes. Une rencontre qui a réuni différentes parties prenantes en vue d'harmoniser les approches et surtout galvaniser l'esprit d'équipe. Toute une semaine pour parler de la conservation, le Fonds mondial pour la nature a réuni différents acteurs du secteur dans le but d'harmoniser les approches et aussi galvaniser l'esprit d'équipe. En cette période de crise de la biodiversité que la planète traverse, les statistiques révèlent 67% des pertes après évaluation systématique des espèces par le Fonds mondial pour la nature. Une situation qui interpelle toutes les parties prenantes. Sommes-nous en train d'arriver aux résultats escomptés? Et le WWF, en tant qu'une des grandes organisations de conservation de la nature au monde, a cette responsabilité de s'assurer que ces actions contribuent véritablement à atténuer les effets des changements climatiques. Les échanges ont alimenté le débat dans tous les sens. Sur ces 4 principaux programmes que le WWF met en œuvre sur l'ensemble de l'étendue de la RDC, il y a des avancées significatives. Mais évidemment, il y a toujours des difficultés aussi, donc on ne manque pas de les relever avec les partenaires et de trouver les solutions ou les façons d'arriver à atteindre nos objectifs. La révision permanente de la stratégie permettra aussi de concilier la conservation au développement et de s'assurer de l'atténuation sur les questions clés liées à la conservation au regard des investissements. Il y a une montée exponentielle d'investissement dans le secteur de conservation de la nature. Mais pendant ce temps, les cris d'alarme continuent à nous démontrer que les organisations de la conservation n'y sont pas encore. Et donc, il nous faut harmoniser des approches. Il faut redresser la courbe et réduire sensiblement les différentes menaces. De 1970 à nos jours, près de 70% de la biodiversité qui est perdue. Et on peut se poser la question, en RDC, comment les choses sont en train d'évoluer? Est-ce qu'on est en train d'augmenter la biodiversité en RDC ou de la réduire? Évidemment qu'elle est en train de se réduire de façon presque catastrophique, puisque oui, il y a un réseau d'aires protégées qui est là, qui est très bien, mais qui a besoin d'être fortement renforcé.
Il est vrai que le développement de la République démocratique du Congo doit aussi reposer sur son capital écologique avec une gestion orthodoxe des ressources. Le Fonds mondial pour la nature a profité de l'occasion pour saluer l'appui financier de tous les bailleurs de fonds, dont l'USAID, tous militants pour que l'homme vive en harmonie avec la nature. On va finir par cette question. Quelles sont les conséquences négatives et positives de la présence d'Orange RDC? La réponse se trouve dans l'étude économique. Présentée ce jeudi à la presse, cette étude révèle une présence fortement positive de cette entreprise dans le pays avec une contribution de 1,6% du PIB et plus de 300 000 emplois créés. Des détails dans ce reportage signé Patricia Panzo. L'histoire est plus belle depuis sa présence en RDC. Orange a gravi des marches pour conquérir l'espace congolais. 4 millions d'abonnés en 2013, Orange RDC compte à ce jour plus de 10 millions. Une présence remarquable qui vaut bien de fierté et d'éloges. Elle montre qu'Orange a une présence extrêmement forte en RDC, que 5 ans seulement après son arrivée, alors que d'autres sont présents depuis beaucoup plus longtemps. C'est l'équivalent de 300 000 emplois que la richesse créée par Orange permet de générer chaque année à travers les services aux populations, à travers l'action de sa fondation, mais aussi évidemment à travers les services de téléphonie qu'elle offre. Donc cette empreinte est importante, nous représentons 1,6% du PIB et l'étude, encore une fois réalisée selon des méthodologies éprouvées, a montré que si nous continuons à nous développer dans des bonnes conditions, nous pourrions dans quelques années doubler l'impact que nous avons sur l'économie du pays. Cette étude sur l'évaluation de l'impact d'Orange sur l'économie de la RDC a été menée par le cabinet de conseil économique Goodwill. Une étude dont les résultats incitent Orange RDC à s'imposer davantage. C'est de pouvoir continuer, voire améliorer la qualité du service et la qualité de l'expérience délivrée aux clients. Notre base d'abonnés a presque doublé. La taille du pays en elle-même est un challenge. Les aspirations des consommateurs légitimes sont de plus en plus grandes et notre principal défi, c'est de pouvoir répondre à toutes ces attentes de façon qualitative à la dimension de la marque que nous représentons. 5 ans après, Orange RDC se rassure et est déterminé à relever le défi d'une large couverture sur le sol congolais. Le développement encore de notre activité dans le pays, consolider notre présence, fortifier également notre activité avec nos salariés en les formant, en développant les compétences numériques, comme ça a été souligné par Bruno Mettling. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et Orange va continuer à se développer de manière très importante. Bien que l'entreprise a eu un essor, Orange RDC plaide pour un allègement sensible du taux des impôts et taxes qui pèse sur son investissement et qui peut constituer un frein à son développement. Madame, Messieurs, fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.